miser sur des projets. Il y en a, il y a un projet français d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, qui mise sur le Battle Royale va perdurer et tout ça. Là, pour le coup, je leur souhaite bon courage, si ça se trouve c'est des visionnaires, je ne sais pas, tu vois. Mais d'où l'importance de prévoir. C'est un phénomène de mode. Dans l'anticipation. Mais c'est là où c'est drôle avec Fortnite, parce qu'à la base c'était justement un jeu de construction et de survie dans un milieu zombie. Oui. Et il est sorti en 2017, donc au moment où ça ne marchait plus, et ils ont réussi à rebondir sur la vague Battle Royale en fait. Ouais. Donc vraiment alors ils ont réussi à prendre juste le bon pli au bon moment, parce que sinon en fait ils se voteraient totalement et le jeu, on n'en parlait plus aujourd'hui en fait. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est très fort. Ce qui est aussi marrant, et ça fait tout un espèce de shitstorm, enfin de trucs un peu drama, chiants, de drama autour du coup de PUBG, les créateurs de PUBG en fait qui développent leur jeu en disant le moteur Unreal Engine. Il y a un moteur de jeu, pour développer un jeu tu es obligé d'avoir un moteur de jeu, c'est la technologie principale. Unreal Engine est développé par Epic, détenu par Epic Games, qui est une entreprise qui a développé Fortnite. Ah oui, d'accord. Donc en fait, si tu veux, il y a eu tout un shitstorm autour de PUBG qui s'est plaint que Epic Games ont développé des fonctionnalités et spécialement pour leur jeu et ensuite les ont réutilisées dans Fortnite pour pouvoir accélérer le développement. Ce qui est en partie vrai, mais ce qui ne change pas au fait que c'est pas grave, quoi. C'est le but du truc, mais c'est ça aussi, je pense que c'est ce qui a permis en fait à Epic de tout de suite sortir un mode Battle Royale quand même assez réactivement. C'est qu'en fait ils avaient déjà préparé plein de technologies, et ça c'est vraiment, enfin quand on touche au développement de jeux vidéo, on comprend pourquoi ils ont sorti, parce qu'ils ont vraiment été très rapides pour sortir un mode de jeu qui en l'espace de 1 an est parfaitement jouable, il n'y a presque aucun bug, il est plutôt bien foutu quoi, techniquement. Donc ça a aidé aussi. Si ça avait été une autre entreprise qui aurait dû refaire toutes les technologies et tout ça, ça aurait pris peut-être 1 an, voire 2 ans de plus. Là, peut-être la hype aurait retombé, enfin ça aurait été complètement différent. Est-ce que quand vous êtes créateur de jeux vidéo, est-ce que vous prenez l'aspect, tout ce qui va être psychologique des joueurs, enfin cet aspect social, parce que je sais que j'ai lu un article du coup d'une des responsables de chez Epic Games qui expliquait que l'aspect psychologique qui avait été très utilisé pour les changements, pour la montée de Fortnite. Effectivement, en fait, quand tu conçois un jeu et quand tu vas faire du game design, du coup, quand tu vas vraiment créer des mécaniques de jeu, tu vas tout le temps essayer de penser à qu'est-ce que va ressentir le joueur et qu'est-ce qui va le motiver en fait. Tu as la motivation, tu as l'émotion et tout ça c'est un peu une étude effectivement psychologique. Et du coup c'est quelque chose qui est assez important de relier la psychologie au game design parce que c'est vraiment deux choses qui sont très liées quoi. Il faut être ça comment là, pour savoir un peu? Alors pour savoir, on fait des tests, on a une 50aine de sujets dans une case. Non, jamais t'es invité. Une fois que t'es invité, C'est ça. tu es de Nord. On peut finir faire un reportage chez eux, attends, ça peut être drôle. En fait, c'est aussi, on l'a dit dans la conférence précédemment, c'est que pour nous aussi c'est important en fait quand tu développes surtout un premier projet et que t'as pas le temps forcément les moyens de trop te casser la tête sur le game design, c'est important de développer un jeu auquel toi tu as beaucoup d'expérience en tant que joueur. Parce que du coup tu sais ce qui marche et tu sais un peu comment tu réagis. Oui. Est-ce que votre jeu, est-ce que vous l'avez créé pour vous faire plaisir à la base? Voilà. Donc en fait vous étiez vos propres cobayes. Ouais, exactement. Ouais, ok, d'accord. C'est ça. Et par contre du coup si tu fais pas ça et que tu veux faire de la recherche et développement dans le game design, donc du coup vraiment rechercher, tu sais pas trop où tu vas tester tout ça, là ça commence à faire par contre un gros temps de développement, un gros budget aussi parce qu'il faut payer des testeurs, parce que c'est vraiment un métier, un testeur de jeux vidéo, c'est un métier ultra chiant d'ailleurs. C'est un métier. Ah ouais, c'est un métier. C'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, c'est super chiant en fait. C'est le but le truc de ce métier-là, c'est que tu vas vraiment tester le jeu dans tous ses recoins possibles, 50 fois le même truc, pour chercher éventuellement les bugs techniques, mais aussi les problèmes de gameplay. Et du coup, tu te spoil déjà complètement les jeux qui sortent. Faut le dire, c'est dommage. Mais c'est marrant parce que à une époque, moi, à l'époque où j'étais jeune, tout le monde voulait faire un peu soit testeur de jeux vidéo. Pareil. C'est ça. On a tous vu. C'est risqué péril. C'est ça. Et je pense que voilà, tu désenchantes vite. Du coup, je sais plus.
Je sais plus de quoi on parlait. Ah, des codes. Ouais, c'est ça, de la recherche et développement. Donc nous, ouais, avec Protocol, on a la chance de... Enfin non, la chance. On a choisi en fait de faire un jeu qui nous plaît d'abord vraiment à nous, quoi. Et c'est un peu aussi la philosophie. Ça c'est bien justement pour un premier jeu, justement, c'est bien, ça que motive beaucoup plus à avancer. C'est ce que je conseille vraiment aux gens qui veulent se lancer dans le développement de jeux vidéo, c'est faites d'abord, lancez-vous sur un projet qui vous plaît d'abord à vous, comme ça, il y a de la passion derrière, c'est toujours mieux, et puis les milliers, les centaines de milliers d'heures que vous avez passées, il faut quand même un peu de motivation pour encaisser les échecs, pour tenir le cap et tout ça. Donc là, le premier projet pour moi, c'est quasiment obligatoire il faut qu'il y ait de la passion derrière, quoi. Et de l'expérience. Parce qu'on n'est pas gagnant sur le retour sur l'investissement. Enfin, sur le tout début d'un projet, à chaque fois, on s'investit beaucoup plus que ce qu'on récolte. Ah oui, énormément. C'est sûr que oui, quand même, il y a beaucoup de sacrifices sur un premier projet de jeu vidéo et c'est très difficile de percer dans le milieu du jeu vidéo. Enfin, de bien percer, on va dire. De pas juste survivre. Je me permettrai d'ajouter un petit conseil en plus à ce que tu dis. Vas-y. C'est le côté, le premier jeu que vous lancez, le premier, vraiment. Choisissez quelque chose de simple. Ah oui. Et on fait toujours parce qu'on fait de toute façon toujours trop pour le premier jeu. Hein. Après, il y a aussi le truc de finalement, si vous faites un truc trop compliqué mais qui vous passionne tellement, c'est pas grave parce qu'au bout d'un moment vous allez vous rendre compte que c'est trop compliqué, vous allez l'abandonner, mais vous aurez été tellement motivé à faire le truc que vous aurez appris énormément de compétences. C'est vrai. Donc pour moi, il faut trouver un peu un juste milieu parce que si tu commences à réduire trop ton projet et finalement à être quelque chose sur qui te motive plus vraiment, mais qui est réaliste. Il y a la juste voie entre la simplicité. Tu auras peut-être été un peu trop. Voilà. Faut quand même, il y a quand même une part de YOLO. Hein. Faut quand même y aller. Tout dépend du temps qu'on a. Hein. Oui, c'est ça. On dispose. Exactement. Exactement. Et des moyens aussi. Hein. Des moyens qu'on dispose. Parler un peu. Des questions du coup peut-être, non? Ou d'autres questions? Je commence à être à court. Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'a pas parlé encore. On se tient tout droit. On attend. Non, sinon, pour revenir sur le côté psychologique que tu disais, il y a le multijoueur aussi qui est très important. Et je pense qu'il fait beaucoup aussi à Fortnite. Le fait de jouer avec ses potes. Nous, pareil, on pense que c'est quelque chose d'indispensable. Les expériences, on les a partagées quand on joue à des FPS. Et on veut absolument refaire ça, c'est-à-dire faire un jeu multijoueur. Bon, c'est plus compliqué, mais ça induit en fait plein de mécaniques aussi de gameplay, mais qui se créent entre les joueurs, de la complémentarité et tout plein de choses comme ça, c'est très important. Ça amène ta communauté à grossir plus vite aussi, puisque forcément tu as un pote qui va t'en parler, qui va vouloir jouer avec toi, vous pouvez jouer en coopération ou un truc comme ça. Et donc du coup tu vas jouer avec tes potes et ça va grandir et tout ton cercle d'amis au bout d'un moment il va jouer au même jeu. Ouais, tu crées une commu comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Les jeux communautaires, c'est quand même des jeux multijoueurs souvent. Après, tu as aussi des gros jeux solo d'immersion où ça peut être très communautaire. Moi, je pense à tous les Elder Scrolls ou des trucs comme ça. Donc, c'est pas forcément, c'est pas obligé d'avoir un jeu multi pour que ça marche. C'est pas aussi simple. Tout à l'heure, on parlait du Battle Royale. J'ai vu la réaction de certains. La chronique du livre, vous pensez que le Battle Royale, c'est le mode de jeu futur? On va virer que par ça ou on va revenir Dans 2 ans, c'est comme les MOBA ou les MMO en fait. C'est-à-dire que ce sera un genre qui sera là et voilà. En fait. Et je suis même pas sûr, enfin après ça reste mon point de vue perso. Je pense qu'on est plus sur une hype, comme dit, d'un Battle Royale. Et qu'on va revenir au classique du FPS d'ici peu. Je dirais, allez, grosso modo, moi qui suis vraiment un gros joueur d'FPS aussi à la base, j'ai vu l'annonce de Call of Duty. C'est déjà trop tard. C'est un jeu que j'attends depuis tous les Call of, je disais, dans tous les sens. Là, ça me donne pas envie. Justement parce qu'on va aborder un mode Battle Royale sur le jeu. Et le déclin, il sera peut-être là en fait. Ouais, et je pense que c'est ça. Ça va être ça. Après, je me trompe peut-être, mais. Je suis d'accord sur le fait que moi, quand j'ai lu l'article qui est les codes, je me suis dit, ah non, ils vont pas s'y mettre aussi. Parce qu'on en a c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde, tous les gens qui vont lancer un FPS. Ils sacrifient une partie des joueurs qui jouaient au mode solo en fait. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, déjà ça. Après, c'est vraiment une étude de marché, de leur côté, pour se dire, en fait, il y a peut-être beaucoup plus de joueurs, il y a possiblement plus jeunes et qui ne ressemblent pas du tout à notre profil. Parce là aussi, j'ai parlé de Call of, j'ai parlé de Battlefield. À chaque fois, je l'oublie. On parle quand même de 2 grosses structures qui ont de l'argent, qui peuvent se dire,
malheureusement, on peut se permettre une fois de se planter. Et puis, Et ils l'ont déjà fait, et ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Et puis il y a deux trucs qui sont sur un très grand public, donc vraiment du casual à mid-core, après à hardcore. Et du coup ça brasse très large. Je pense qu'il y a une grande portion de leur public qui va se dire ah chouette quand même, il y a un mode Battle Royale. Comme il y a aussi une portion, je sais pas vraiment les pourcentages, qui va se dire ah non mais ils ont mis un mode Battle Royale, ils ont enlevé le solo, c'est de la merde. Donc ils vont perdre une partie de leur public mais ils vont peut-être en gagner. Je sais pas si... Déjà, même par rapport, moi, je prends encore une fois l'exemple de Call of, on l'a tous vu, moi j'ai même pas regardé les vidéos parce qu'il y a des vidéos qui circulent. On a enlevé aujourd'hui un mode qui est hyper important dans le jeu, qui est la campagne solo, pour le faire remplacer par le Battle Royale. C'est bête, aujourd'hui c'est des jeux qui sont basés sur du multijoueur. C'est clair qu'on achète un Call of pour y jouer, mais il y a un moment où on se dit que c'est quand même cool d'avoir une campagne solo, de pouvoir jouer tout seul. C'est bête. Ils ont l'expérience, on l'a aussi vécu il n'y a pas très longtemps par Capcom qui a fait Street Fighter V, qui a lancé un jeu de combat qui était qu'un jeu de combat, c'était du versus online, on a oublié la campagne solo. C'est un mode qui est venu un an après, même plus. C'est bête, aujourd'hui un jeu de combat, quand on a commencé, moi je suis joueur arcade, je mettais ma pièce de 1 franc, 2 francs, 5 francs, ce que tu veux, et tu jouais en solo. Tu avais un mode histoire. C'est des basiques que l'on oublie pour les remplacer par autre chose. Et je pense que clairement, ce qu'on va arriver à faire avec ce Call of, et ça va être je vais pas dire du n'importe quoi, ça a été réfléchi par des mecs qui sont bien au-dessus de nous, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui ils ont aussi le pouvoir de se dire on a fait un jeu, il va se vendre, pas autant qu'on avait prévu, mais c'est pas grave parce que notre prochain jeu est déjà dans la machine. Alors, dernier point aussi pour parler un peu des grosses productions genre Call of, Battlefield, c'est aussi il faut se dire que c'est des gros éditeurs qui sont détenus par plusieurs grosses boîtes. Donc là on parle vraiment de gros chiffres avec des actionnaires qui connaissent pas forcément grand chose au jeu vidéo. C'est quoi, j'ai eu un peu cet aperçu quand tu commences à par exemple aller démarcher des banquiers ou des trucs comme ça pour obtenir un prêt pour une entreprise de jeux vidéo, c'est compliqué parce qu'ils ne connaissent pas. Donc je pense que du côté des investisseurs ça doit être pareil. Eux ils doivent convaincre leurs actionnaires que ça va marcher, du coup ils prennent les trucs les plus gros et ils vont les ajouter au cahier des charges du jeu. C'est ce qui s'est passé pour les open world. Il y a eu la case open world qui est apparue sur tous les cahiers des charges des gros projets de jeux vidéo. C'est ce qui va se passer pour le Battle Royale, on voit bien. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière, artistique ou ludique. C'est juste, on veut convaincre que notre jeu va se vendre facilement. Donc on dit, regardez, il y a Fortnite qui marche super bien, on va rajouter un mode Battle Royale. Il faut aussi prendre cette dimension. C'est ça. qu'ils ne sont pas forcément dans une recherche ludique et ils n'ont pas forcément cette marge de manœuvre en fait. Et ce qui permet aussi de revenir aux jeux vidéo indépendants qui lui a complètement cette marge de manœuvre et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'innovations et de choses beaucoup plus ludiques ou artistiques qui sont dans le jeu vidéo indépendant. Comme dans le cinéma aussi, on peut discuter. C'est des domaines qui marchent un peu de la même manière, quoi. Plus on a un truc qui est blockbuster, moins on a de marge de manœuvre parce que plus il doit être rentable vraiment, quoi, et dégager beaucoup de fric. Voilà, malheureusement. Les très grands, là, les leaders, ils sont américains, ils sont chinois. Il y a un truc chinois. Non, Il y a un français. Il y a beaucoup d'américains, Les beaucoup de plus chinois. grands, c'est beaucoup d'américains. Ouais, beaucoup. Le plus grand pour moi c'est Tencent aujourd'hui. Oui, c'est le plus gros, ils sont chinois. C'est chinois. Chinois. Les Chinois. Mais Après ils ont des pourcentages, ils n'ont pas forcément beaucoup de pourcentages dans des grosses boîtes, mais par contre ils ont des pourcentages dans énormément de boîtes. oui. D'accord. Après on a Ils sont Ubisoft. très quand même. influents, quoi. Après on a quand même un des plus gros qui est Ubisoft et qui est quand même breton à la base. À 30%. Oui. Et ils sont remontés à 30% grâce à un autre français, il s'appelle Vivendi. Oui. Il s'appelle Bolloré. Petit groupe. Petit groupe. Donc ouais, c'est redevenu un peu plus français. Oui. Mais bon, en France, enfin, ils sont Oui. plus en France. Non, Ils ont non, deux studios encore oui. en France. Le 3, oui. Ils et sont le pas reste. détenus par des Français. Le président en est encore majorité. français. Voilà. Ils ont énorme. Enfin, c'est vraiment Ubisoft, c'est je crois le plus gros studio de jeux vidéo en France en termes de volume, on va dire, de production. Parce qu'ils ont Même à travers le monde, une vingtaine de studios à travers le monde, ce qui est énorme. Et je crois qu'ils ont 2 studios français encore. Non, ils ont un studio français et un studio à Montréal. Ils ont 2 studios francophones. C'est suivant. Tout à l'heure, vous parliez de code et le fait qu'ils mettent le mode Battle Royale à la place de la campagne solo. T'expliquais que en fait, du coup, il y a ceux qui sont comme toi, qui ont toute la suite et tout, qui vont laisser un peu le jeu de côté, qui vont la vendre de nous.
Et du coup, il y a d'autres jeunes peut-être qui sont dans la de folie Fortnite qui vont aller vers ce jeu-là. Est-ce que ça serait pas justement ce que veut le code et renouveler ces joueurs qui les suivent? Est-ce qu'ils seraient pas dans une politique comme ça? Bon, ils ont réussi avec moi. Hein. J'ai arrêté code à Advanced Warfare parce que je comprenais pas. On parle d'un jeu de guerre pour ensuite arriver dans le futur, courir sur les murs, machin. Là, je n'ai plus retrouvé la sensation que j'avais des Call of Duty que j'ai connus depuis très longtemps. Alors j'ai arrêté. Là par contre ils ont relancé en disant ah bah tiens c'est marrant parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs, et ben c'est pas grave, on a perdu 2 jeux, donc quand même 2 grosses licences, tant pis on a perdu de l'argent, et ben on va revenir sur le basique. Bah là j'ai racheté le dernier. Est-ce que ça va être la même chose? C'est possible hein, mais comme dit, le problème c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas, on n'a pas encore assez de retours sur le prochain qui va arriver, parce que là ça a été balancé quoi, il y a 2 semaines, ouais, même 10 jours grand max, on ne sait pas, il y a très peu de vidéos, il n'y a pas de fuite, il n'y a encore rien. On va attendre les prochains salons pour pouvoir voir ce que ça va vraiment donner. Mais oui, il y a peut-être possibilité de laisser un petit peu de temps en temps la communauté fan de Call of et de récupérer d'autres joueurs qui aiment Fortnite pour les ramener sur Call of. Et puis au bout d'un moment, après c'est du business. Si ça se trouve, et ben, ces gens qui vont commencer à jouer à COD maintenant, parce qu'ils ont trouvé un mode Battle Royale, ils vont se dire bah, le prochain jeu on va l'acheter. Et puis moi le prochain jeu, bah, vu qu'ils vont revenir sur le basique, et ben je vais l'acheter. Et ensuite ils vont effectivement réussir à faire grandir un peu cette communauté. Mais c'est que du business, c'est du marketing, c'est que ça. C'est une étude de marché. Complètement, c'est que ça. Donc oui, je pense qu'après, et comme dit, ils peuvent se permettre malheureusement, enfin, ils peuvent se permettre entre guillemets. Oui et non, parce qu'ils ont des budgets qui sont colossaux. Oui, clairement. Les Call of, le dernier Call of, je crois que c'est plus de 300 millions ouais, c'est ça, ouais, de budget. Ouais. C'est un truc énorme. Enfin, c'est un des plus gros budgets dans l'histoire du jeu vidéo. Et pour rentabiliser ça, il faut faire énormément de ventes. Et donc du coup, si tu te ramasses, bah, la perte elle est aussi énorme. Ah oui, clairement. Alors que quand tu fais un petit jeu et que ton truc il est à 1 million, bah, si tu fais moins de ventes que prévu, bah, la marge est moins grande. Enfin, la marge d'erreur est moins grande, quoi. Ouais, après ils arrivent toujours je vais pas dire à retomber sur leurs pattes, mais tu as tout le marketing qui est autour qui te permet aussi après, de. Je les pas, je dis pas que voilà. Il n'y a pas forcément que les ventes. Il n'y a pas forcément que les ventes, les ventes même. Il y a tout ce qui englobe en fait le jeu lui-même. Je dis juste que les gars, en fait, c'est pour ça qu'ils sont sur le grand public, c'est que leur jeu coûte tellement cher à produire et surtout à vendre. En fait, ils ont une grande portion qui est juste marketing. Ils doivent avoir 100 millions dans le marketing, c'est énorme. Plus, hein, ouais, je crois. En fait, c'est ce qu'on essaie de vendre en fait. C'est-à-dire que le jeu, il peut être nul. Mais par contre, on va te mettre tellement de choses autour de ce jeu en disant c'est vachement bien, t'as des gens qui vont en parler, t'auras même plein d'acteurs qui vont faire de la pub de ce jeu-là, et tu vas dire waouh, si lui te dit que c'est bien, bah, il faut l'acheter. En fait, le jeu va être nul, mais ça coûte encore plus cher que de développer un jeu. Il se casse la gueule, on ressort des packs de maps des anciens. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'il faut, c'est exactement ça. Voilà, t'as soulevé un vrai problème. Encore une fois, on va continuer à parler de Call of. Comment faire pour refaire revenir des anciens joueurs? Eh ben, on va te dire, eh ben, écoute, il y a un prochain DLC qui va arriver, qui va coûter 19,90. Ça va être ton jeu qui est sorti il y a 5 ans. Et ben, on va l'intégrer dans le nouveau. Bah voilà. Mais là, ils ont tout compris. Et ça marche. Ça marche. Et ça marche. Tu parles des éditions remastered. Entre autres, on va ça, je vais même pas lancer le débat là-dessus, parce que c'est un truc qui me. Le fait de justement prendre un ancien jeu et tu vas juste améliorer un tout petit peu par exemple des graphismes, rajouter un petit truc, un tout petit truc, hein, et tu vas le ressortir en mode version remasterisée, version HD. Version HD. Voilà, c'est ça. En fait, ouais, c'est ça. C'est juste de l'adaptation au niveau de taille écran, hein, parfois. Hein, la pelouse d'or, tu la réutilises 20, 30 fois, c'est chaud. Ça dépend, il y en a certains. Non, je crache pas sur tous, mais c'est vrai, il y a certains bons remasters, ils sont peu nombreux, quoi. Mais le pire, c'est que ça marche. J'allais dire, effectivement, c'est toujours pareil, il y a des boîtes qui font des remasterisations intéressantes, genre le Halo qui a été remasterisé, qui est génial, ou le Monkey Island remasterisé. Mais il y en a qui font Dark Souls remasterisé en mode en fait c'est le même jeu et on retire l'ancienne version sur Steam, on met tous les modes, on va racheter plein pot et en fait on a quasiment rien changé. On n'a rien changé. 2-3 trucs. Les herbes oui. Ah oui. Bah, la version HD. Version HD. Ouais, mais c'est ça.